full service en droit des affaires, dans lequel il y a un département social avec une vingtaine d'avocats, 25 juristes en tout. Et avec le staff, on est à peu près une trentaine aujourd'hui. Depuis plus d'un demi-siècle, Gilles fait des droits sociaux. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui est de faire un point d'actualité sur l'évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle, de manière générale, mais il y aura aussi un focus sur l'actualité jurisprudentielle des banques, puisque c'est quelque chose que nous suivons. Pour votre information, je crois que dans les 10 premiers clients du cabinet Gide, il y a majoritairement des banques. Donc, ces clients sont aussi clients des autres départements. Il est certain que c'est un secteur que l'on suit en permanence, notamment en droit social. Et alors justement, nous aurons une partie à la fin sur la jurisprudence. Exactement. Voilà, qui touche plus précisément les banques. Oui, puisque nous avons une veille documentaire qui nous est faite par notre documentaliste dans le département droit social. Cette veille documentaire concerne différents services, différentes activités, secteurs d'activité, dont notamment la banque. Alors, on va essayer d'être le plus en ligne avec l'actualité ultra récente en droit social. Et parmi les sujets d'actualité, il y en a certains, j'imagine, dont vous avez entendu parler, sur lesquels vous avez peut-être déjà lu beaucoup de choses. Et il y a bien entendu cette loi sur le partage de la valeur, qui est pleinement d'actualité, puisqu'elle a fait l'objet de débats nombreux devant le Parlement. Juste pour rappel, c'est une traduction dans la loi d'un accord national interprofessionnel de février 2023 qui vise effectivement à développer ce qu'on appelle le partage de la valeur, mais cette fois-ci dans les PME. Donc ce texte qui vient d'être voté a pour vocation, notamment pour vocation, de s'intéresser aux entreprises, on va dire de petite taille, et à leur permettre de mettre en place des dispositifs de partage de valeur dans des conditions que je vais tenter de vous résumer le plus précisément possible, mais également de manière assez synthétique, sachant qu'il s'agit de dispositifs qui ne sont pas inconnus des entreprises. C'est la reprise avec des seuils d'effectifs différents de dispositifs qui existaient déjà auparavant. Le projet de loi, effectivement, prévoit la possibilité pour les employeurs de verser 2 primes de partage de valeur par année civile dans la limite d'un plafond d'exonération de 3 000 € ou 6 000 € et du nombre de versements autorisés. Chaque prime pourrait être versée en plusieurs fois dans la limite d'une fois par trimestre. Les avances sur intéressement... Et c'était une demande de MEDEF, notamment, avait tout à fait poussé, pour ça, pour avoir la possibilité de verser en 2 fois. Oui, sachant que, pour reprendre effectivement le préambule, dans le contexte effectivement de cet accord ANI, de février 2023, cet accord avait été signé par le MEDEF, comme vous l'indiquez, par différents syndicats, et le MEDEF était porteur de différents messages, dont le message, effectivement, de permettre ce versement de primes dans le contexte du partage de la valeur. Il y a effectivement aussi dans cette loi des dispositifs sur l'intéressement et la participation. Vous avez, dans ce contexte, effectivement, de ce projet de loi, la possibilité de verser des avances sur intéressement et participation, qui est également prévue avec des avances périodiques sur l'intéressement et la participation et un système d'avances qui seraient sommes dues au titre de l'intéressement et de la réserve spéciale de participation, avec, bien entendu, la réaffirmation du principe de non-substitution dans le contexte de ces différentes sommes et de ces différents mécanismes que sont l'intéressement et la participation. Alors, un focus particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire qu'on parle soit des succursales qui ont moins de 50 salariés en France, soit des entités juridiques qui ont moins de 50 salariés en France. Et un dispositif assez novateur est mis en place au travers d'une expérimentation pour une durée de 5 ans pour les entreprises de 11 et moins de 50 salariés d'un dispositif obligatoire de partage de la valeur. Donc ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation les entreprises de plus de 50 salariés, les entreprises individuelles
les sociétés anonymes à participation ouvrière, et ce dispositif est applicable à partir du 1er janvier 2025. Donc les entreprises qui ont entre 11 et 49 salariés, cet effectif est calculé selon les critères définis par le Code de la sécurité sociale sur les seuils d'effectifs. C'est ce critère qu'il convient de prendre en considération. Et à partir du 1er janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal d'au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires devront mettre en place un dispositif légal de partage de la valeur. Alors, de quoi parle-t-on en termes de dispositif de partage de valeur? Donc, la loi permet différentes formes. Elle permet d'abord la possibilité de mettre en place un dispositif d'intéressement. Elle permet la possibilité de mettre en place un dispositif de participation ou d'une prime de partage de la valeur, tel que je viens de l'énoncer, au travers du versement d'une somme dont le montant est prédéterminé et qui fera l'objet d'un régime social et fiscal de faveur. D'un abondement à un plan d'épargne salariale, c'est une autre forme de prendre ce partage de la valeur, ou d'un dispositif expérimental de participation dérogatoire, c'est-à-dire d'un dispositif effectivement d'accord de participation, mais selon des formes dérogatoires, notamment à la formule légale. Dispositif d'intéressement, je vous le rappelle, c'est parfois assez intéressant dans certaines entreprises, puisqu'il permet de mettre l'accent, lorsqu'on veut mettre l'accent, par exemple, sur l'absentéisme, sur les accidents du travail, sur des sujets qu'on veut porter au sein de l'entreprise, et des sujets RH que l'on veut voir améliorer. Ça peut être l'occasion, effectivement, d'inciter le personnel de l'entreprise à mettre en place, ou avoir une attitude qui permette de diminuer les accidents du travail, de diminuer l'absentéisme, de diminuer effectivement des comportements ou des aspects que les RH peuvent constater dans le fonctionnement de l'entreprise et qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité de l'entreprise ou sur son image. C'était d'ailleurs l'un des objectifs Bien sûr. de l'ANI et de la loi. Dans le contexte de ce texte sur le partage de la valeur, et au titre des dispositions qui concernent les entreprises de moins de 50 salariés, il y a la possibilité d'expérimenter la participation. Le projet de loi prévoit la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés de se doter d'un régime de participation moins favorable que celui prévu par la loi. Ça peut paraître étonnant de mettre en place un dispositif moins favorable que celui prévu par la loi, mais pour le coup, dans mon expérience professionnelle, j'ai vu des entreprises qui se retrouvaient dans le contexte de l'anticipation du seuil de 50 salariés, avec des dispositifs de participation compte tenu de leur activité particulière. Et d'ailleurs, elle n'était pas une activité bancaire, mais elle n'était pas non plus très éloignée des activités bancaires, qui avait pour conséquence un résultat en termes de réserve spéciale de participation qui était juste absolument incroyable et qui était sans rapport avec le chiffre d'affaires de l'entreprise et avec surtout l'esprit du mécanisme de participation qui vise bien entendu à verser des sommes aux salariés, mais des sommes qui sont proportionnellement en proportion de la masse salariale, en proportion des salaires versés, et qui ne sont pas totalement démesurés au regard de la masse salariale et des salaires. Donc, la possibilité, effectivement, pour ces entreprises, et pour en avoir connu une qui, effectivement, s'est retrouvée face à certaines difficultés sur ce sujet, ça permet de tester, d'anticiper des formules de calcul qui ne sont pas forcément la formule de calcul à la réserve spéciale de participation, et de voir quel est le résultat qui est engendré par cette formule, qui peut être donc inférieur à l'application pure et simple du régime légal. Ce qui est très intéressant, c'est que l'expérimentation peut être menée sur une période de 5 ans. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut, et atypique, on peut conclure ce type d'accord. Alors, je suis très intéressé par le succès potentiel de l'accord de branche en matière de participation. Ah bon, on en parlera si vous voulez. Voilà, non, mais je suis, on en est très fiers aussi. Je suis très optimiste et très sur ce thème, mais pour avoir des relations assez régulières avec
plusieurs branches. J'ai quelques branches qui considèrent que c'est pas si simple que ça, en tout cas qui voient quand même beaucoup d'obstacles, mais je pense que ça pourrait servir à l'image de certaines branches d'activité de négocier effectivement ce type d'achat. Et donc, soit on peut passer par le niveau de la branche, ce qui évite toute obligation de négociation au sein de l'entreprise, soit on peut conclure son propre accord de participation, mais on ne peut pas procéder par décision unilatérale. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent déjà un mécanisme de participation à la date d'entrée en vigueur de la loi, elles auront aussi la possibilité d'opter pour ce régime dérogatoire moins favorable via la conclusion d'un nouvel accord de participation. Disposition cette fois-ci qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés en cas de bénéfices exceptionnels. Alors ça, c'est un sujet de nombreux débats médiatiques. Le projet de loi prévoit que toute entreprise de plus de 50 salariés ayant au moins un délégué syndical seront tenus, lors de l'ouverture de la négociation relative à la mise en place d'un dispositif de participation d'intéressement, d'ouvrir une discussion sur le partage de la valeur en cas de bénéfices exceptionnels. Alors, ma première recommandation sur ce sujet, c'est préparer de manière extrêmement professionnelle vos premiers échanges sur la négociation annuelle sur les salaires, parce que ce sujet va, et je pense que vous en avez tous conscience, avoir un impact sur votre image, sur la manière dont vous allez répondre, sur ce que vous allez répondre. Et je crains que les syndicats vont s'emparer de ce thème, dans plusieurs secteurs d'activité, pour effectivement en faire un thème, un thème très médiatisé. Et je suis plutôt d'avis qu'il faut arriver à cette première discussion sur ce thème avec un schéma en tête, ou en tout cas, si la réponse est non, avec une explication extrêmement objective et circonstanciée de la position qui sera celle de l'entreprise. Donc, les discussions qui pourront avoir lieu sur ce thème pourront notamment porter sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés. Cette obligation pourrait aussi concerner les entreprises qui, quel que soit leur effectif, appartiennent à une UES de 50 salariés et plus. Pour rappel, la participation mise en place dans les UES se fait au regard de l'effectif apprécié au niveau de l'UES. Et les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable au moment de l'entrée en vigueur de la loi doivent engager une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024. N'auront pas à lancer cette discussion, c'est important à retenir, les entreprises ayant mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels, les entreprises ayant mis en place un régime de participation sur la base d'une formule de calcul plus favorable que la formule légale. Donc, je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut un peu travailler, un peu ou voire beaucoup faire de simulation, coller à la réalité de son entreprise, coller à la réalité de ses résultats, et je pense arriver avec des schémas suffisamment précis, ordonnés, pour que le débat puisse être maîtrisé par la partie employeur et non pas instrumentalisé par certains partenaires sociaux qui pourraient tenter de vouloir l'instrumentaliser, notamment en utilisant la problématique de l'image de l'entreprise, parce que c'est des sujets sur lesquels, à partir du moment où on parle d'argent et de non-partage, ça peut alimenter assez facilement les gazettes. Et ça peut intéresser beaucoup de monde qui peuvent vous tendre le micro. Donc, toujours en ce qui concerne les dispositions toujours en ce qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés, pour les entreprises ayant dépassé le délai supplémentaire, donc de quoi s'agit-il? En principe, une entreprise qui franchit le seuil de 50 salariés dispose de 5 ans pour se doter d'un dispositif de participation. Eh bien, un délai supplémentaire de 3 ans pour se doter d'un accord de participation était auparavant prévu pour les entreprises déjà dotées d'un accord d'intéressement. Eh bien, ce délai supplémentaire est supprimé. Les entreprises auparavant bénéficiaires de ce délai seront contraintes d'instaurer un mécanisme de participation dans le délai initial de 5 ans. Donc, j'insiste beaucoup sur dans le délai initial de 5 ans, et à charge pour toutes les entreprises concernées de bien calculer, en ce qui les concerne, ce que signifie l'application de ce délai de 5 ans.
Alors peut-être, Maître, pardonnez-moi, Oui. une insiste, puisque vous parliez de la branche, hein, Bien sûr. banque. Bien sûr. Donc effectivement, on a un accord de branche, Bien mais en sûr. réalité, la plupart des banques, en fait, ont leur propre accord participation ou intéressement. Et alors, j'ai regardé les chiffres, hein, pour les accords participation, 92% des banques Ont leur propre accord. ont leur propre accord, et elles couvrent 94% des effectifs. Et pour l'intéressement, on est à 95% des banques, et ça couvre 99,9% des effectifs. Ouais. Voilà pourquoi. Donc il y a une vocation, mais je pense que cette vocation, alors c'est peut-être péjoratif ce que je veux dire, résiduelle, en tout cas de l'accord de branche, me paraît quand même avoir une utilité. C'est-à-dire déjà, Oui, ça permet bien à sûr. mon avis de comparer, et je pense que ça permet de mettre l'employeur dans une posture de dire moi je veux faire mieux que l'accord de branche. Et donc, ça facilite le dialogue social sur ces sujets. Exactement. Et donc, moi, je suis plutôt à encourager leur existence, même si, Bien sûr. au-delà de l'existence, on peut penser que le succès ne sera pas forcément au rendez-vous, mais le simple fait d'exister me paraît avoir une utilité, en fait, pour les entreprises. Bien sûr. On a déjà une question, alors je ne sais pas si on peut déjà la Emmanuel, prendre ou... vas-y. Alors, bonjour maître, est-ce que la PPV 2024 bénéficie des mêmes dispositions fiscales et sociales que celles de 2023 pour les entreprises de plus de 200 salariés? De plus de 200. 200. Alors, je suis pas sûr que le sujet soit d'ores et déjà réglé, parce que, à mon avis, sur ce thème-là, jusqu'à la fin de l'année, ça peut bouger. Ouais. Mais je peux prendre la question et vous répondre à la suite de cette intervention. Oui, comme ça nous arrive parfois. Oui, Quand il y a tout à des fait. questions comme ça, on transmet ensuite aux participants. On transmet je vous répondrai, Eh ben, oui, j'imagine, ce soir ou demain sur ce sujet. Parfait, on vous la transmettre. Donc je vous ai coupé. Mais je vous en prie, c'était utile et illustratif surtout. Parce que les chiffres qui peuvent paraître à première lecture mauvais, en réalité, sont des chiffres. Il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, en fait. La réalité, dans les entreprises, elle est totalement différente. Donc, nous étions effectivement au délai supplémentaire de 3 ans qui est supprimé. Et les entreprises qui bénéficient actuellement de ce report continueront d'en bénéficier jusqu'à son terme. Il convient de noter que depuis la loi Pacte, l'appréciation du seuil pour la participation des salariés au résultat de l'entreprise se fait selon le dispositif sécurité sociale, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, par lequel le franchissement à la hausse d'un seuil effectif est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. Le dispositif partage de la valeur contient aussi quelques précisions sur l'actionnariat salarié. Et il est notamment indiqué, à titre de synthèse, que dans les grandes entreprises, le pourcentage maximal de capital social qui peut être attribué aux salariés est porté à 15%, contre 10% auparavant. Dans les PME, ce taux est porté à 20%, contre 15% auparavant. Le plafond global d'attribution pour les distributions bénéficiant à l'ensemble des salariés est rehaussé à 40% du capital social, contre 30% auparavant. Un plafond intermédiaire est instauré pour les distributions bénéficiant à les salariés représentant plus de 25% de la masse salariale et de plus de 50% de l'effectif salarié, conditionné au respect du même ratio d'écart maximal de 1 à 5 que le plafond d'attribution d'actions à l'ensemble des salariés. Tout cela, c'est une succession de chiffres, mais c'est une succession, je pense, de bonnes nouvelles. Parce que, d'abord, nous, ce qu'on constate dans la pratique, c'est on a même, nous, un département spécialisé sur l'actionnariat salarié, c'est qu'il y a quand même un développement très, très, très fort de l'actionnariat salarié dans les entreprises de grande taille, mais aussi dans les entreprises de petite taille. Il est quasi systématique quand vous êtes dans le secteur des startups, quel que soit le secteur de la startup, qu'il s'agisse de biotechnologie, de finance ou autre chose, que ces dispositifs-là sont très, très, très utilisés. Et que l'élargissement de ces dispositifs est, à mon avis, un facteur assez positif pour le développement économique. Dans les groupes non cotés, ça c'est aussi important de noter, de telles attributions seront dorénavant également permises
au profit des mandataires de certaines filiales de sociétés émettrices, qui était un problème juridique que nous avions un peu systématiquement, puisqu'il fallait appartenir à l'entité juridique concernée par la distribution d'actions pour pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, on est dans un raisonnement groupe, y compris pour les non-cotés, puisque les mandataires des filiales pourront en bénéficier. Il est par ailleurs possible d'exclure les actions détenues depuis plus de 7 ans du calcul du pourcentage maximal du capital social que peut détenir un salarié ou un mandataire social pour avoir l'attribution d'actions gratuites. Ça peut paraître un détail, mais dans la fidélisation, pouvoir dire à un mandataire social que vous avez envie de conserver, que s'il attend un peu le seuil des 7 ans, il va pouvoir effectivement repartir à zéro dans son compteur d'actionnariat salarié, eh bien je peux vous dire que dans votre politique de négociation salariale avec vos dirigeants, ça change effectivement la manière de faire, ça change vos capacités à promouvoir la fidélité de ceux que vous voulez conserver, puisque cette échéance de 7 ans, alors elle est lointaine, l'échéance de 7 ans, mais en tout cas pour ceux qui s'y approchent, ça peut être un dispositif assez intéressant pour les conserver au sein de l'entreprise. Autre point concernant les plans d'épargne salariale, la loi a introduit pour les salariés de placer tout ou partie de leur prime de partage et de valeur dans un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite auquel ils ont adhéré. Les plans d'épargne retraite concernés sont les suivants, donc les plans d'épargne d'entreprise ou inter-entreprise, les plans d'épargne retraite collectifs pour les entreprises dans lesquelles de tels plans sont encore actifs, les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ou les plans d'épargne retraite d'entreprise obligatoires. Si une telle option est choisie par le salarié, les primes de partage de la valeur versées dans le cadre de ces plans d'épargne retraite ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu dans la limite des plafonds de 3 000 et 6 000 euros par an et par bénéficiaire. Les primes ainsi exonérées resteraient incluses dans le montant du revenu fiscal de référence. Le Code du travail sera modifié dans sa partie concernant les plans d'épargne d'entreprise pour rendre possible le placement de la prime de partage de valeur dans les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite. Et on n'a pas de visibilité sur... Non, sur le calendrier de la modification du Code du travail. Et vous avez dit, mais on a plutôt quand même, enfin, en tout cas en tant que professionnel, je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais on a plutôt le sentiment que quand on appuie sur le bouton « Nous allons modifier le Code du travail », ça va un peu plus vite qu'avant. Voilà, il y a parfois, effectivement, avant, j'ai pu constater, si je me réfère à il y a une dizaine d'années, des envolées lyriques dans certains textes, d'évolution des textes sur le plan réglementaire ou législatif qu'on attendait. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça va un tout petit peu plus vite. Et je pense que si les entreprises, et par exemple le MEDEF, n'oublient pas de rappeler à ceux qui sont en charge de ces modifications de les faire, je pense que ça devrait aller assez vite. La mise à jour des plans en vigueur dans l'entreprise pour y intégrer ces nouvelles règles semble s'imposer. Il convient de noter qu'un décret sera aussi pris pour que cette règle devienne effective et que les modalités de mise en œuvre soient clarifiées. Alors, l'intérêt aussi d'attendre certaines modifications et surtout certains décrets d'application, c'est que ça permet aux entreprises de s'appréhender le sujet et de faire passer quelques messages pour que ce qui sera définitivement précisé soit dans l'intérêt, en tout cas soit conforme à la réalité des entreprises. Quelques développements sur le projet de loi de financement de sécurité sociale, avec quelques mesures phares qui concernent notamment le recouvrement social. Et dans le cadre de la réforme des retraites, dont la plupart des mesures ont été entrées en vigueur le 1er septembre 2023, plusieurs engagements avaient été pris par le gouvernement. Parmi ces engagements figure la réintroduction de la mesure de suppression du transfert du recouvrement des cotisations de retraite Agirc-Arrco à l'URSSAF. Donc, on avait reporté dans un premier temps le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Le gouvernement avait toutefois introduit dans le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites une disposition renonçant à ce transfert qui a finalement été censuré par le Conseil constitutionnel. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 réintroduirait cette mesure de suppression du transfert de recouvrement des cotisations de retraite complémentaires à Agirc-Arrco vers les URSSAF à compter de 2024. Protection sociale des assurés, deux mesures visant à réguler les arrêts de travail prescrits. D'une part, le versement des indemnités journalières pourrait être suspendu automatiquement à compter du rapport du médecin contrôleur délégué par l'employeur et concluant au caractère injustifié de l'arrêt, tout en laissant la possibilité aux assurés concernés d'introduire un recours devant le service médical. L'accompagnement des médecins présentant un taux important de prescription d'arrêt
serait dorénavant applicable aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation, dont le taux de prescription d'arrêt de travail apparaîtrait anormalement élevé en comparaison des pratiques observées sur le territoire. Donc les usines à arrêt de travail, je pense qu'il y a un plan de lutte qui a été mis en place à travers ce texte contre ces dispositifs, ou en tout état de cause. Il y a dû y avoir des remontées, c'est pas qu'il y a dû, il y a eu des remontées statistiques qui ont laissé apparaître que certaines adresses étaient assez favorables aux arrêts de travail sans justification très précise. Et peut-être une précision sur votre premier item, le rapport du médecin contrôleur délégué par l'employeur. Et alors nous, dans notre convention collective, l'article 54-2, Oui. C'est désigné par la CPM et pas par l'employeur. D'accord, donc vous êtes dans le pur contrôle de la sécurité sociale, vous n'êtes pas dans le contrôle patronal. Voilà, si on peut dire. Donc vous serez... Parce que quand on parle du contrôle de la CPM, vous voyez, c'est... Oui. Voilà. Alors justement, donc, en principe, oui, vous ne... Voilà, je voulais juste apporter la précision, même si tout le monde le sait, hein, mais enfin, en tout cas dans le groupe, hein, évidemment, mais voilà, nous, en tout cas, on ne peut pas le déléguer nous-mêmes. On est bien d'accord. Mais la convention collective s'impose. C'est ça. Donc, le projet de loi prévoit aussi la limitation des arrêts de travail prescrits par téléconsultation à 3 jours maximum, dans une logique d'encadrement des recours aux plateformes de téléconsultation. La prescription d'un arrêt dépassant 3 jours nécessitera donc un examen physique. Et une insiste, pardon, la téléconsultation, vous avez vu que dans un autre projet de loi, enfin, dans les discussions sur les déserts médicaux, il est question de mettre des cabines de téléconsultation dans les gares. Oui. Alors, ça il y a des discussions sur le coût de cette mesure. C'est bon, c'est un autre sujet. Oui. Un peu difficile à appréhender sur le plan juridique, mais parce qu'il va poser aussi plein de problèmes juridiques, ce sujet lié à l'exercice de la médecine dans telles conditions. Donc, dernière mesure phare que je voulais évoquer ce soir, liée au projet de loi de financement de sécurité sociale, il porte sur les mesures relatives à la lutte contre les fraudes sociales. Une des mesures phares visant à régulariser les cotisations des micro-entrepreneurs, qui permettra à ces cotisants de régulariser sans pénalité leurs cotisations non acquittées. Et deuxième point, concernant les travailleurs des plateformes qui seront, où effectivement le circuit de traitement des cotisations sera amélioré. On peut, je pense, passer à un thème majeur et d'actualité qui, à mon avis, vous intéresse tous de manière journalière, compte tenu de l'actualité jurisprudentielle sur ce sujet. C'est celui des congés payés à la suite notamment des arrêts rendus le 13 septembre 2023 sur les congés payés et les maladies non professionnelles. Donc vous savez que le 13 septembre 2023, 5 arrêts sont venus statuer sur les dispositions de l'article L 3143-3 du Code du travail qui s'applique lorsque le salarié qui est atteint d'une maladie non professionnelle ou est victime d'un accident du travail n'acquiert pas de jours de congé pendant le temps de son arrêt de travail. Et la contradiction avec le droit de l'Union européenne, puisque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la directive du 4 novembre 2003, n'opérait aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de la dite période. Ainsi, selon la seule législation européenne, l'absence d'un salarié en raison d'une maladie non professionnelle ne doit pas avoir d'impact sur le calcul de ses droits à congés payés, ce qui implique que son temps d'absence correspond à du temps de présence effectif pour ce calcul. Constatant effectivement cette contradiction, des salariés ont réclamé le calcul de leurs droits à congés payés en assimilant leur temps d'absence pour maladie à du temps de présence effective et ont revendiqué l'application du droit de l'Union européenne. La Cour de cassation, en s'appuyant sur l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit au repos, a décidé d'écarter les dispositions du droit français comme non conformes au droit de l'Union européenne, rappelant que le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par le dit État. Elle précise qu'il incombe au juge national d'assurer la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en écartant donc, si besoin, la législation nationale.
En conséquence, elle écarte partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail, en ce qu'elle subordonne à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition du droit à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour maladie, jugeant ainsi que ces salariés atteints de maladie, victimes d'un accident, quel qu'il soit, ont le droit de réclamer leur droit à congé payé en intégrant dans le calcul la période au cours de laquelle ils n'ont pas pu travailler. Alors, je partage avec vous ma... Il y aura peut-être des questions. Hein, Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je partage avec vous ma conception historique, effectivement, du droit français des congés payés, où j'avais travail effectif, acquisition de congés payés. Oui, ça paraissait logique. Et c'est ce qu'on m'avait appris sur les bancs de l'université, c'est ce que j'avais plaidé sur les bancs des tribunaux, c'est ce que j'avais obtenu comme décision de la part des tribunaux français. Il est certain que cette décision du 13 septembre 2023, qui n'est pas non plus... Enfin, on savait qu'il y avait un sujet de contradiction avec le droit européen. On savait que c'était un sujet qui aurait peut-être fallu anticiper. Et maintenant, c'est un sujet qu'il faut traiter après avoir pris connaissance de cette jurisprudence et de la position de l'Union européenne sur ce thème. Et donc, dans le contexte, effectivement, de ces arrêts, on a une décision qui vise à considérer que, dans le contexte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'indemnité compensatrice de congé payé est limitée à une seule année de suspension du contrat de travail selon la législation française. Or, selon le droit de l'Union européenne, il n'y a pas de limitation et ça doit couvrir l'intégralité de son arrêt de travail. Et dans ce contexte, effectivement, la Cour de cassation est aussi venue dire que, s'appuyant sur la même disposition de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le juge, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à 1 an. Donc, elle a écarté, dans le contexte d'une maladie, elle a écarté le texte français limitant à 1 an cette prise en considération dans le contexte de l'accident du travail. Et troisième, effectivement, arrêt concernant le congé parental d'éducation, où la Cour de cassation, effectivement, ne permettait pas, avant cette décision, de prétendre à une indemnité compensatrice de congé payé à l'issue d'un congé parental, au motif que la décision de bénéficier du congé parental s'impose à l'employeur et que c'est donc à l'intéressé qui rend lui-même impossible l'exercice de son droit à congé payé. De nouveau, cette appréciation est considérée comme contraire au droit européen. Le contrat de travail d'une salariée qui avait été suspendu successivement pour cause de maladie, prise d'un congé pathologique et prénatal, prise d'un congé maternité, puis prise d'un congé parental d'éducation. Le contrat de travail est pris fin à la suite de ces différents congés par la signature d'une rupture conventionnelle. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé. Elle a été déboutée par la Cour d'appel au motif que les congés payés acquis avant le début de son congé parental ne pouvaient être reportés à l'issue de ce congé dans la mesure où la salariée n'avait pas été empêchée de les prendre à l'issue de la période de référence, ayant elle-même choisi sa date de départ en congé parental. Dernier point, effectivement, c'est le congé parental d'éducation, où la Cour va considérer que la salariée est en droit de bénéficier de l'indemnité compensatrice de congé payé non pris du fait de son congé parental, ce qui équivalait dans le contentieux ayant donné lieu à cet arrêt du 13 septembre, à ce 5e arrêt du 13 septembre 2023, à 43 jours de congé payé acquis et non pris. Et la Cour d'appel de Versailles avait condamné une entreprise de plus de 7 000 € à brut de reliquat de congé payé en intégrant quelques périodes d'absence. Elle l'a fait dans un arrêt du 25 octobre 2023. La Cour d'appel de Paris a aussi récemment condamné à 2 reprises 2 entreprises à payer une indemnité compensatrice de congé payé en prenant en compte les périodes de maladie. Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023, 27 septembre 2023. Donc, le train, malheureusement, est en marche. Je pense que dans les contentieux, ce sujet va, tant qu'il n'est pas réglé par un dispositif particulier, va venir s'ajouter aux différentes questions. Et c'est un peu la transition. À titre de questions, la Cour de cassation renvoie 2 questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Alors, la question prioritaire de constitutionnalité, je fais une petite aparté, c'est quelque chose à laquelle il faut penser systématiquement quand le texte ne vous donne pas la bonne solution. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est ouvert depuis plusieurs années. Et je pense que c'est un élément de créativité que le juriste peut mobiliser pour essayer effectivement de faire avancer la règle de droit.
et en utilisant non seulement le Code du travail, non seulement le dispositif législatif et réglementaire habituel, mais aussi les principes de la Constitution et toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, certes, n'est pas une jurisprudence majoritairement droit du travail et droit de la sécurité sociale, mais qui, quand on la regarde et qu'on la suit de près, ce qu'on essaie de faire chez nous, contient quand même beaucoup de choses intéressantes à mobiliser dans toute une série de contentieux, qu'il s'agisse de contentieux individuels, voire même de contentieux collectifs. En l'espèce, les questions posées visent une salariée qui était en arrêt maladie pour maladie non professionnelle pendant plus de 3 ans, puis de nouveau à la suite d'un accident du travail pendant près de 2 ans, et qui considère que les articles du Code du travail afférents au congé, selon lesquels les juges du fond l'ont privé d'environ 120 jours de congés payés, sont contraires à la Constitution. Et donc, une question a été posée qui vise effectivement à interroger si cette application des dispositions du Code du travail, ayant notamment en l'espèce, et de manière plus générale, pouvant avoir comme conséquence la privation de jours de congés payés, est-ce que ça porte atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le 11e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'ils ont pour effet de priver, à défaut d'accomplissement d'un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d'origine non professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d'origine professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés au-delà d'une période d'1 an. Première question. Deuxième question. L'article L. 3441-5, cinquièmement du Code du travail, porte-t-il atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il a introduit, du point de vue de l'acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l'origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La Cour de cassation a d'ores et déjà considéré, puisque ces questions ont été transmises, que ces questions avaient un caractère sérieux. Alors, ça n'est pas parce que la Cour de cassation considère que les questions ont un caractère sérieux que pour autant le Conseil constitutionnel va rendre une décision qui aura une importance considérable, mais en tout cas, c'est quand même en général une première marche assez haute à monter pour m'être cassé parfois un peu les dents sur des QPC que je pouvais demander à mon avocat à la Cour de cassation de poser et qui étaient rejetés purement et simplement par la Cour de cassation. Et donc, c'est quand même une avancée. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, on est dans le congé payé, certes, on est dans la problématique de la maladie, mais la décision, il va falloir la regarder de manière un peu plus générale parce que, d'abord, les illustrations jurisprudentielles de l'application dans le droit du travail et dans le domaine des ressources humaines, du droit à la santé et au repos garanti et du principe d'égalité ne sont pas légion. Et donc, cette jurisprudence, à mon avis, il faudra l'étudier et la bien avoir en tête dans ses activités et parfois même dans ses activités quotidiennes parce que force est de constater que je pense, je n'ai jamais travaillé dans un service ressources humaines, mais je travaille avec mes clients sont la plupart du temps des personnes qui travaillent dans des services ressources humaines. Ça, pour le coup, on est dans des sujets un peu ce que j'appelle day to day. Et les congés payés, la problématique du décompte des congés payés, elle suit le flux des effectifs au sein d'une entreprise. Et ça, c'est la vie courante de l'entreprise. Donc la Cour de cassation a considéré que c'était sérieux et les a donc renvoyés au Conseil constitutionnel. Et donc ça veut dire qu'elle considère qu'il est possible que l'exigence d'un travail effectif énoncé à l'article 3141-3 pourrait être contraire au droit au repos, et que la différence que crée l'article L. 3141-5 entre les maladies ordinaires et maladies professionnelles pourrait constituer une rupture d'égalité en ce qui place les salariés dans des situations différentes face au droit à congé payé en fonction de l'origine de leur maladie. Sur ce point, le principe d'égalité doit avoir le même éclairage que ce que je disais précédemment, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations jurisprudentielles au niveau du Conseil constitutionnel en matière de principe d'égalité. Il est clair que ce que va dire le Conseil constitutionnel, il faudra le regarder sous le prisme de la législation sur les congés payés, mais il faudra peut-être aussi le lire avec un œil un peu plus, avec un peu de hauteur sur quelles sont les conséquences indirectes que cette jurisprudence pourra avoir sur d'autres thèmes. Alors, on a 2 questions dans le chat sur le sujet, donc avant de passer au slide suivant. Première question, qu'en est-il de la rétroactivité par rapport à ces
Oui. Voilà, et puis deuxième question, est-ce une façon d'imposer à l'employeur un licenciement pour inaptitude pour les maladies de longue durée? Donc, quid de la rétroactivité? Et Alors, puis, ce qu'on comprend, c'est que parce que si j'applique les principes de droit commun, c'est une catastrophe. Puisque le droit de la prescription, et notamment les nouvelles règles, alors c'était les principes généraux du droit de la prescription depuis des décennies et la jurisprudence sur la manière dont on applique les règles de prescription indiquait déjà qu'il faut avoir connaissance de son droit pour pouvoir effectivement l'exercer. Et donc ça signifie effectivement un peu des risques, je ne dis pas infinis, mais qui peuvent être difficiles à appréhender. Donc, ce que je comprends effectivement des évolutions récentes, et notamment de ce qu'a dit le droit de l'Union européenne sur le droit allemand, c'est que ce qui est effectivement en train d'être posé sur la table, c'est une limitation raisonnable de la possibilité effectivement de revendiquer l'acquisition de droits passés et non exercés du fait de l'application de ces restrictions sur ce n'est pas une maladie professionnelle, ce n'est pas un accident du travail, et en conséquence, il n'y a pas eu de travail effectif, je pense au congé parental d'éducation, et il conviendrait donc de limiter dans le temps cette capacité effectivement à pouvoir obtenir des juridictions le versement de sommes. Alors après, il y aura tout de même, quelle que soit la solution finale qui soit retenue, il y aura les contentieux en cours. Parce qu'il y a quand même dans l'histoire de notre droit social, et de manière assez récente, toute une série de sujets. Alors c'est plus des sujets de sécurité sociale, c'est vrai, que des sujets purs droit du travail, mais il y a toute une série de sujets pour lesquels la Cour de cassation, de par sa jurisprudence, est venue créer des droits. Et souvent, lorsqu'elle a créé trop de droits, le législateur est venu limiter l'application dans le temps, en tout cas la rétroactivité dans le temps, mais c'était toujours sous réserve des contentieux en cours. Donc là, j'incite au service à être très en veille par rapport à vos contentieux en cours, pour éviter effectivement que ce sujet ne se multiplie le temps qu'une solution puisse se dégager sur la limitation dans le temps de cette rétroactivité. Là, il y a deux remarques, questions. Hein. C'est le ministère indique même Matignon indique qu'ils prennent cette situation en compte et que donc ils veulent y apporter une réponse, mais l'échéance n'est pas claire. Et aujourd'hui, on a en tête pas avant la fin du premier trimestre 2024, voire un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas vraiment, nous dit-on, de véhicule législatif. Et puis la deuxième question qui découle de cela, c'est faut-il provisionner ou pas? Et là, ce sera intéressant d'avoir votre avis. Alors moi, je pense que en l'état actuel des choses, si on parle des obligations juridiques, on ne peut pas échapper au débat sur la prescription ne court qu'à partir du moment où j'ai eu connaissance de mon droit. Premier arbitrage. Deuxième arbitrage, c'est est-ce que je ne prends en compte que les contentieux en cours? Moi, je pense qu'il faut prendre en compte toutes les réclamations, quel que soit leur support. C'est-à-dire qu'une entreprise qui recevrait ou qui aurait dans un point à l'ordre du jour une réunion d'un comité social et économique, un point sur la régularisation des droits, avec plus ou moins un chiffrage du nombre de salariés concernés, je pense que ça n'est pas une demande en justice. Mais ignorer complètement cette revendication de la part de représentants du personnel me paraît un arbitrage. Après, le risque pour moi, il existe réellement à partir du moment où il y a un contentieux, je pense. Après, si vous faites une lecture dans l'épure du droit, vous êtes obligé de tout provisionner. Hein. L'épure du droit, c'est tout provisionner. Mais ça paraît tout provisionner, alors que l'on sait qu'il y a quelque chose qui devrait, enfin, en tout cas, ce qui est en train d'être réfléchi, ce qui est en train d'être posé sur la table,
c'est une réflexion visant à limiter le droit à la rétroactivité. Donc, je connais bien le délit de présentation de faux comptes. Hein. C'était donc les prévisions, il faut les faire dans le respect du droit comptable. Mais je connais, pour être interrogé souvent sur des problématiques de provision, que le droit comptable vous dit qu'il faut tout de même un risque sérieux. Il faut un risque existant. À partir du moment où il n'y a pas de réclamation judiciaire, est-ce que c'est un risque existant? Et moi, là, je pense qu'il faut surtout aussi que l'entreprise se cale par rapport à ses propres règles d'interprétation des règles de provision. C'est-à-dire une entreprise qui a tendance à tout provisionner, évidemment qu'elle doit tout provisionner. Une entreprise qui a tendance à ne provisionner que ses contentieux, si elle venait à avoir une autre règle de provisionnement que celle de ne provisionner que ses contentieux, me paraîtrait une curiosité en tout cas. Et alors, pour avoir eu des centaines de débats avec des commissaires aux comptes, très sincèrement, c'est un arbitrage de risque. Si vous voulez ne pas avoir de risque, vous provisionnez tout. Mais est-ce que c'est la bonne méthode de provisionnement? Je ne suis pas certain. Voilà. C'est aussi renseigner le CSE. C'est aussi renseigner le CSE qui peut, à mon avis, lancer une expertise sur le sujet. Par exemple. Voilà, donc... après, moi, j'encourage notamment les très, très grandes entreprises qui, je pense, doivent nous écouter pour certaines, à faire des calculs et à présenter ces calculs, mais faire des calculs non limités dans le temps, pour que les interlocuteurs qui sont en charge de ces sujets, notamment au ministère du Travail, comprennent les masses en jeu. Parce que ça, c'est des sujets sur lesquels nous avons eu quelques échanges avec de très, très grandes entreprises, pas dans le secteur bancaire, mais ça ne change pas grand-chose. Et très sincèrement, les enjeux sont parfois astronomiques. Astronomiques. Et on peut se dire aussi qu'inscrire une charge dans ses comptes qui va donc diminuer le bénéfice imposable de l'entreprise, je ne suis pas sûr que l'État soit extrêmement satisfait de cette conséquence. Ça ne sera pas forcément l'alpha et l'oméga de l'arbitrage que fera le ministère du Travail sur ce point, mais ça doit faire partie du débat. Je pense que les entreprises doivent porter le débat avec leurs chiffres pour que les interlocuteurs se rendent compte que pour certaines d'entre elles, ça représente des montants qui ne sont pas des montants raisonnables. C'est le cas. Hein. Mais je sais. On porte les chiffres de la banque. Et je vous encourage de le faire. Très grosse. Bien sûr, mais bien sûr. Grosse. Et puis, ça peut générer un encombrement judiciaire. Enfin, ça peut. Il faut quand même voir que dans le pire des scénarios, ça peut bloquer les conseils des prud'hommes, et donc la justice sociale. Et ça, je pense aussi qu'il faut le porter. C'est qu'on a intérêt, tout le monde a intérêt à ce que ce sujet soit réglé rapidement dans des proportions raisonnables. La seconde question était sous forme aussi de remarque de dire est-ce que c'est une façon d'imposer finalement à l'employeur un licenciement pour inaptitude pour les maladies de longue durée, quoi. C'est... Alors, ça paraît cynique, mais le débat est ouvert. Ça peut s'entendre. Bah, dans l'analyse objective de la situation de salariés qui sont dans des maladies de longue durée, ça va encore davantage porter l'attention sur la situation de la santé de ces personnes pour effectivement, à mon avis, accélérer le dialogue avec la médecine du travail. Parce que il va y avoir de plus en plus d'intérêt à le faire. Et peut-être aussi que certains salariés, à l'inverse, vont profiter effectivement de ce sujet pour taper à la porte en disant, ne serait-ce que sur ce thème-là, parce que moi j'ai quand même vu dans mon expérience des maladies qui duraient très 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 longtemps, malheureusement pour les individus, mais qui avaient des durées très supérieures à 5 ans, parfois 10, enfin, ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus, malheureusement pour ces personnes. Et donc, je pense que ça va avoir une incidence dans la gestion de ce sujet, forcément, soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, mais ça va augmenter à mon avis, la pression qui va être mise sur ces sujets, ça va créer un focus complémentaire qui, à mon avis, aura des conséquences. Merci.
On aura l'occasion d'en reparler, donc. Mais je si j'ai pense bien compris. que c'est un sujet qu'il faut suivre de très très près. Ouais. Ok. Et juste pour un point aussi, parce que ça c'est venu dans le débat avec certains clients sur les exercices de provision, c'est aussi vérifier quelle était la politique de l'entreprise dans le provisionnement des congés payés auparavant. Ouais. Parce que je me suis aperçu sur certains de mes clients que on a découvert des choses, des surprises. Donc il faut aussi, à partir du moment où on se dit on va appliquer notre méthode comptable habituelle, il faut bien la maîtriser. Il faut savoir ce qu'on faisait auparavant, parce qu'en général, ce sujet n'est pas entièrement maîtrisé par les RH. Il est parfois, effectivement, il fait parfois de l'objet de débats entre les RH et la direction administrative et financière de l'entreprise. Et donc, parfois, il y a des méthodes de provisionnement qui sont parfois un peu étonnantes. Voilà, je me permets de faire cette... Alors, il y a une troisième question qui se greffe au débat, mais parce que le débat, de toute façon, va rester ouvert un certain nombre de temps. Donc, pour l'avenir, faut-il considérer désormais que les salariés en arrêt maladie simple continuent d'acquérir des congés payés ou faut-il encore attendre? Pour moi, ça me paraît difficile d'attendre. Ça me paraît difficile de ne pas considérer que ces gens-là ne vont pas pouvoir acquérir de droits à congés payés. Parce que là, ça n'est plus dans les mains du législateur français, c'est dans les mains d'une règle européenne, et je ne vois pas du tout la possibilité de pouvoir modifier cette règle européenne. Après, oui, on peut. La seule chose qui reste, c'est se dire oui, ok, je sais que je prends un très grand risque, je le prends, mais je pense que la raison est de considérer d'ores et déjà pour ces personnes que ces périodes de maladie doivent permettre d'acquérir des congés payés. Bien. Alors, nous passerons maintenant de l'Union européenne à la langue française. Retour sur notre territoire. Alors c'est un sujet qui intéresse tous les groupes internationaux, quelle que soit leur activité. Il y a eu quelques contentieux assez connus, dont certains d'ailleurs ont été traités par nous sur ces sujets. Sur l'obligation de rédiger en langue française la documentation en matière sociale, vous aviez dans le contexte effectivement d'un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation est venue considérer qu'il appartenait à l'employeur, dans le contexte de la rédaction des objectifs, de rédiger ces objectifs en français, faisant une application des dispositions de l'article L. 1321-6 du Code du travail. La Cour de cassation rappelle que l'utilisation d'une langue autre que le français n'est possible que si les documents sont reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Comme en l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas constaté que les conditions permettant d'écarter l'obligation de la langue française aient été réunies. Et donc, je rappelle, les conditions, c'est peut-être ça le plus important dans la pratique, c'est que le document soit reçu de l'étranger ou soit destiné à des étrangers. C'est le prolongement d'autres jurisprudences, parmi lesquelles l'arrêt du 7 juin 2023. Vous aviez la Cour de cassation qui, toujours au visa du même article L. 1321-6 du Code du travail, avait considéré que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, donc on est bien au-delà de la fixation des objectifs, on est sur les obligations du salarié ou les dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, tout doit être rédigé en français, sauf si les documents sont reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Autre jurisprudence qui nous a paru importante de citer, elle porte sur les accords collectifs. Et en l'espèce, il s'agissait de statuer sur un avenant de révision d'un accord collectif qui programmait son extinction. Et donc, dans le cadre de la conclusion de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, la CGT a sollicité l'annulation d'un avenant d'abrogation de la convention collective territoriale de Savoie, en soutenant que la disparition d'une convention collective ne peut se faire que par dénonciation ou mise en cause. Et la Cour d'appel a donné raison à la CGT en rappelant qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit que la révision peut porter sur l'abrogation totale d'un accord collectif. Et la Cour de cassation dit que cet accord doit être validé
en considérant que les partenaires sociaux sont en droit de conclure un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée, mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision. Elle rend cette décision en soulignant que le législateur n'a en effet envisagé l'extinction d'un accord collectif à durée déterminée que par la voie de la dénonciation et de la mise en cause. Mais c'est encore, à mon avis, c'est une des évolutions de la jurisprudence qui est dans le droit fil des ordonnances Macron. On a un droit à la négociation collective qui a été un peu révolutionné par les ordonnances Macron. On a, dans la hiérarchie des normes juridiques applicables en droit du travail, une nouvelle pyramide des règles issues des ordonnances Macron. Et je pense que nous avançons de plus en plus dans un droit du travail où on vous dira c'est l'accord collectif, puis l'accord collectif et l'accord collectif. Et tout ça, bien entendu, suppléé le cas échéant par le Code du travail. Mais je pense que l'objectif de ce mouvement est effectivement d'inciter les entreprises à signer des accords collectifs, de baser les règles applicables dans l'entreprise sous réserve de dispositions, bien entendu, impératives, sur la négociation collective et de permettre à chaque entreprise qui le souhaite et qui y parvient dans le contexte de la négociation avec ses partenaires sociaux à se créer son propre statut. On avait vu effectivement il y a quelques décennies la disparition, ou en tout cas la réduction du champ d'application des entreprises à statut. Je pense par exemple à des clients un peu historiques de mon cabinet que sont Air France, EDF. Eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, depuis les ordonnances Macron, même si l'entreprise à statut n'existe plus, toute entreprise a la possibilité, si elle le souhaite, et si elle parvient à le négocier, créer son propre statut spécifique. Et je pense que dans un aspect concurrentiel à l'égard, c'est-à-dire dans un aspect effectivement de mettre en place un système un peu concurrentiel sur le plan RH meilleur que les autres, ben, ça peut être une des options de la politique RH d'utiliser la négociation collective à cet effet. Autre jurisprudence dont je voulais vous parler, elle porte sur le mi-temps thérapeutique et la prime de participation. Une salariée victime d'un accident reconnu en accident du travail avait été placée en arrêt de travail pendant 8 mois, avec reprise à l'issue de cet arrêt d'un mi-temps thérapeutique. Et lors du calcul de la réserve spéciale de participation, l'employeur avait proratisé le versement en prenant en compte le strict temps de présence effectué au titre du mi-temps thérapeutique. La salariée, estimant que ce calcul discriminatoire en raison de son état de santé, saisit le juge prud'homal pour obtenir le versement du complément de sa prime de participation à hauteur de ce qu'elle aurait dû percevoir si elle avait repris son poste à temps plein. La Cour de cassation lui donne raison au visage du principe de non-discrimination énoncé à l'article L. 1132-1 du Code du travail. Elle précise que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour la maladie l'ayant le cas échéant précédé. Donc on a non seulement une règle qui est énoncée par la Cour de cassation, qui est d'ailleurs un peu dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les périodes de non-travail, et ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation vous donne la méthode de calcul. C'est qu'elle vous dit ce qu'il faut faire en termes d'assiette de calcul. Et je pense que cette évolution de la Cour de cassation, qui est un peu une évolution pédagogique de ces arrêts, me paraît être une bonne évolution, en tout cas qui doit faciliter la vie des services ressources humaines. Autre point d'attention, le lanceur d'alerte. Alors, vous vous êtes tous dit, comme moi d'ailleurs, quand les dispositifs Sapin 1, Sapin 2, enfin, toutes ces évolutions législatives... Oui, on a eu l'occasion d'en parler. Voilà, à chaque étape. Vous vous êtes dit, ça peut être une bombe à retardement, ça peut créer au sein de l'entreprise effectivement des séismes. Et moi, en tant qu'avocat d'entreprise, j'avais plutôt ce sentiment de dire que si on partait immédiatement dans une utilisation abusive du droit d'alerte, ça pouvait aller dans des directions
qui, à mon avis, n'était pas celle souhaitée par le législateur. Force est de constater, en tout cas dans ma pratique, qu'il y a tout de même peu d'alertes. Et pour qu'il s'agisse de petites entreprises, de moyennes entreprises ou de très grandes entreprises au niveau français ou international, il y a peu d'alertes. Mais qu'à chaque fois qu'il y en a une, effectivement, ça n'est pas un dossier individuel lambda à traiter pour l'entreprise, puisque ça nécessite quand même le respect de nombreuses règles. En l'espèce, il s'agissait d'un lanceur d'alerte qui dénonçait un crime, un délit, il s'agissait de savoir est-ce que ce salarié qui dénonce un crime ou un délit doit agir de manière désintéressée. Dénoncer un crime et un délit, je ne veux pas vous faire peur, mais les délits, la plupart des dispositions du Code du travail sont sanctionnées pénalement par des peines délictuelles. Mais au-delà de ça, parmi les expériences de droit d'alerte que j'ai pu avoir, j'ai notamment eu un droit d'alerte un jour sur mon employeur ne respecte pas la législation sur la TVA. C'était le comptable de l'entreprise qui faisait ce droit d'alerte, qui savait qu'il allait être convoqué à un entretien préalable, mais on n'avait pas encore remis la lettre. Donc, c'était compliqué à démontrer. Mais la réalité, c'est que pour avoir ensuite discuté avec le commissaire aux comptes de l'entreprise, et puis surtout mes fiscalistes, puisque j'ai la chance d'avoir 40 fiscalistes à côté de moi chez Gide, donc qui m'expliquaient que la législation sur la TVA était d'une complexité telle que prétendre ne pas commettre une infraction à la législation sur la TVA, même quand on a 25 fiscalistes qui travaillent 24 heures sur 24 sur le sujet, c'était quand même quelque chose de difficile. En tout cas, sur le plan de l'honnêteté, c'était difficile de pouvoir dire ça honnêtement. Et donc, il y a des sujets, effectivement, sur lesquels on se dit que ça peut devenir un tonneau d'Anaïde, quelque chose sur lesquels les limites soient difficiles à fixer. Et donc, on se disait, mais il ne faut tout de même pas que ce salarié agisse de manière désintéressée. Alors, moi, j'avais effectivement déjà anticipé auprès de mes clients que le droit d'alerte n'avait pas besoin d'être exercé de manière désintéressée, mais la Cour de cassation nous confirme le 13 septembre 2023 dans son arrêt, puisque le directeur des opérations d'une société de sécurité constate dans l'exercice de ses fonctions l'existence de graves irrégularités relatives au non-respect de la réglementation des sociétés de sécurité, irrégularités de nature à caractériser un délit. Le salarié alerte en conséquence la hiérarchie et la direction de son entreprise, c'est fait constitutif d'un délit. À la suite de ces dénonciations, il est licencié pour faute grave. Le salarié demande la nullité de son licenciement au titre de la protection des lanceurs d'alerte. La Cour d'appel prononce la nullité du licenciement. La société se pourvoit en cassation en alléguant notamment du défaut de caractère désintéressé de la dénonciation du salarié. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant qu'un salarié dénonçant les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée. Cette décision, comme il est indiqué, témoigne d'une interprétation stricte de l'article L 1132-3-3 du Code du travail, de la même manière qu'elle l'avait fait dans une décision du 1er juin 2023, où elle avait considéré que les faits dénoncés par le lanceur d'alerte devaient nécessairement être constitutifs d'un délit ou d'un crime pour que la protection accordée au lanceur d'alerte s'applique. Donc, la vérification, la qualification juridique de l'infraction est très importante. S'il s'agit d'une infraction contraventionnelle, vous n'êtes pas soumis à ce dispositif, mais s'il s'agit d'une infraction délictuelle, comme il y en a beaucoup, voire criminelle, sachant que pour votre culture de droit pénal, même si ce n'est pas l'objet, si dans le contexte d'une infraction de nature criminelle, vous avez aussi un autre article du Code pénal qui s'applique, qui est l'infraction de non-dénonciation de crime, puisque vous avez une obligation de dénoncer les crimes qui sont éventuellement commis au sein de votre entreprise. Et donc, oui, nous dirigeons vers une interprétation stricte des textes. Oui, nous dirigeons vers, si on fait le cumul des quelques jurisprudences, dont certaines sont des jurisprudences de notre cabinet, sur le droit d'alerte au niveau de la Cour de cassation, on s'aperçoit bien aujourd'hui que, eh bien oui, on peut éventuellement saisir le juge des référés, eh bien oui, on peut agir de manière intéressée en exploitant effectivement le sujet lanceur d'alerte, et que ce qu'on attend maintenant du juge, c'est qu'il fixe quand même quelques limites. Alors, on a bien compris que le dispositif, le but de ce dispositif, c'est que les bouches s'ouvrent, c'est que les gens parlent,
c'est que les gens dénoncent. Et ce qui veut dire aussi des exercices au sein des entreprises pour être compliant, pour effectivement être dans la conformité de la règle, ou en tout cas montrer que l'on fait le maximum d'efforts pour être dans la conformité des règles applicables. Ça n'est pas un vœu pieux, c'est une obligation qui, si elle n'est pas correctement exécutée, est susceptible d'avoir des conséquences, y compris dans la gestion de son personnel. Autre arrêt intéressant, je pense, dans la plupart des entreprises, un arrêt sur le forfait jour. Ici, la jurisprudence sur le forfait jour, elle est pour pratiquer depuis la loi Robien. Alors, vous allez situer mon arrivée au barreau à ce moment-là, qui était une des premières lois d'anticipation de la mise en place des 35 heures. Le droit de la durée du travail est un droit très contentieux. Et le forfait jour, qui est une dérogation effectivement aux règles applicables usuellement sur le calcul de la durée du travail, ne pouvait donner lieu qu'à un contentieux extrêmement nourri. On pensait que ça allait effectivement, que tout avait été dit, mais non. La Cour de cassation continue à s'emparer de ces sujets et là, elle se penche sur la validité de 3 accords collectifs de branche. Parce qu'il est vrai que la plupart des accords de branche en matière de forfait jour font l'objet de contentieux. Et qu'il appartient donc aux accords de branche en matière de forfait jour de limiter autant que la négociation le peut, parce que parfois ça n'est pas possible pour des raisons de pure négociation pour l'avoir vécu, de limiter les sources de risques contentieux. Et donc la mise en place de conventions individuelles de forfait en jour sur l'année est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche qui détermine les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés. J'ai un de mes clients qui emploie 2000 salariés sur un site, qui je crois aujourd'hui a 3 personnes qui ne font que ça. Qui ne font que du suivi régulier de la charge de travail. Je pense que ce n'est pas très passionnant. Et je voudrais vous dire que pour avoir regardé le sujet, ça n'est pas encore suffisamment bien fait. Pour vous dire, les exigences effectivement d'évaluation de suivi régulier peuvent aller effectivement, enfin en tout cas, c'est susceptible de générer quasi systématiquement un risque. Et que c'est difficile, en tout cas pour moi en tant qu'avocat d'employeur, de donner des formules magiques sur ce sujet parce que la succession de jurisprudence de cours d'appel et des cours de cassation démontre que les risques sont multiples. Depuis un arrêt donc rendu le 29 juin 2011, les exigences de la Cour de cassation sur ce point existent et ces garanties passent par l'organisation d'un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. La Chambre sociale n'a fait que réaffirmer à des dizaines de reprises ce point. Et c'est s'emparant effectivement de ces principes qu'elle annule successivement les conventions collectives de l'automobile, des prestataires de services, mais qu'elle valide effectivement la convention collective des étables et du bâtiment. La Cour de cassation affine ses exigences selon le modèle à suivre pour qu'il soit considéré un suivi effectif. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de considérer ce qu'a prévu la convention collective des étables et du bâtiment dans le suivi de la charge de travail au niveau de l'accord de branche. J'insiste, alors je n'ai pas avec moi les dispositions spécifiques de cet accord de branche, mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que je vous incite à aller les voir et je vous incite surtout à considérer que c'est au niveau de l'accord de branche. C'est-à-dire qu'il faut que ces prescriptions prévues par l'accord de branche soient conformes à la réalité de votre entreprise. Le juge ne se réduira jamais à une application bête et méchante d'un dispositif de suivi de la charge de travail prévu au niveau de l'accord de branche. Le juge fera une application in concreto de la situation du salarié pour vérifier que ce qui est prévu au niveau de l'accord de branche est certes au niveau d'un accord de branche valable, mais que sa traduction au sein de l'entreprise
est bien conforme à cette exigence de suivi de la charge de travail. Pas de questions. Je me tourne vers Emmanuel. Non, pas de questions. Alors, on peut continuer. Alors, autre point... Parce qu'en fait, je ne veux pas vous presser, mais... on termine dans 1 minute. J'ai compris. C'est à peu près ça, non? On va aller au bout. Oui. Mais je le dis aussi pour ceux qui nous suivent, qui sont présents, ils vont peut-être à un moment donné... se déconnecter. Donc, il faut... Voilà. Au pas de course. Quand vous êtes un groupe, se pose souvent la répartition des responsabilités au sein d'un groupe pour la conduite des entretiens préalables et pour la conduite des procédures de rupture du contrat de travail. Eh bien, la Cour de cassation va dans le sens, effectivement, de la réalité du fonctionnement des groupes pour considérer qu'un entretien préalable peut être mené par le directeur d'une autre société du groupe, qui avait été missionné par le groupe en qualité de consultant externe et avait reçu mandat pour agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société employeur, y compris dans la gestion des ressources humaines. Alors, comme l'arrêt est très particulier, je vous invite à ne pas trop extrapoler effectivement l'application de cet arrêt, et si vous voulez en tirer bénéfice, je vous invite à l'appliquer à la lettre. Alors, je vais terminer avec des jurisprudences bancaires, c'est-à-dire des jurisprudences qui ont été anonymisées. Mais enfin, il y a quand même les dates. Il y a les numéros. Enfin, oui. On peut les retrouver. Oui, mais vous pouvez même les retrouver avec le nom. Donc, oui, bravo. En tout cas, là, sur la diapo, c'est anonyme. Non, mais ce qui est intéressant, pour moi, c'est qu'on puisse, vous qui appartenez aux directions des ressources humaines de banque, vous dire oui, mais pour moi, ce problème-là, à quoi ça correspond? À quoi ça correspond en termes de quantum de dommages et intérêts? Comment le juge appréhende-t-il dans mon secteur d'activité le préjudice subi par un salarié? Comment le juge, quelle est la sévérité du juge dans le contexte de l'appréciation de l'existence d'un harcèlement? Est-ce qu'il y a effectivement une donnée particulière qu'il y a lieu de prendre en considération? D'abord, cour d'appel de Paris, qui n'est pas une cour d'appel, puisque je la pratique assez souvent, qui n'est pas une cour d'appel que l'on peut considérer extrêmement favorable aux employeurs. Eh bien là, elle considère effectivement, en termes d'allocation de dommages-intérêts, des montants qui me paraissent assez limités, à part avoir quand même caractérisé l'existence d'un harcèlement moral et une discrimination. Vous avez une cour d'appel de Rion, qui, elle, évalue à 60 000 € de dommages et intérêts un licenciement nul dans le contexte d'une discrimination en matière d'affectation en raison d'une situation de grossesse. Vous avez un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui évalue à 95 000 € le préjudice financier lié à une discrimination en raison du sexe. Et notamment, et ça c'est souvent le cas dans le contexte des dossiers contentieux de discrimination et d'harcèlement moral, il faut travailler, oui, des heures et des heures, le dossier de preuve pour pouvoir effectivement convaincre le juge en lui apportant les preuves les plus solides possibles et les plus précises possibles. En l'espèce, l'employeur ne fournissait pas de justification étrangère à la discrimination présumée en raison du sexe, au fait que la salariée n'ait pas bénéficié d'une classification et du salaire afférent. Alors, j'ai aussi conscience que dans la réalité, parfois, on ne sait plus ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait, parce que les personnes qui l'ont fait ne sont plus là. Autre jurisprudence qu'on appelle de Paris, harcèlement moral discriminatoire et discrimination syndicale. La Cour d'appel de Paris constate notamment une diminution de l'augmentation salariale coïncidant avec l'engagement syndical du salarié. L'employeur n'a pas réussi à fournir d'éléments justificatifs justifiant l'écart de salaire par rapport aux autres collaborateurs de l'entreprise. Bonus et assiette de calcul des indemnités, un bonus annuel qui n'est pas exceptionnel et qui a été attribué aux salariés régulièrement pendant 7 ans, doit être intégré à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité pour manquement à l'obligation du respect de la priorité de réembauche. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que le barème Macron ne définit pas l'assiette. Vous ne définit pas l'assiette de ce qu'est une année de salaire, enfin en tout cas 1 mois de salaire. Bien entendu, quand vous lisez la doctrine sur le calcul de l'assiette sur ces sujets, il y a un rattachement aux règles anciennes, mais cet arrêt est assez intéressant, puisqu'il vient apporter la confirmation qu'on semble appliquer les règles anciennes dans le calcul, dans l'appréhension de l'assiette, quand bien même le texte n'a pas repris l'ensemble des termes de l'ancienne législation.
bonus et égalité de traitement, Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2023. Un salarié qui travaillait initialement en tant que trader au sein d'une société a ensuite été détaché auprès d'une filiale. Il invoque une inégalité de traitement par rapport à d'autres managers du groupe. Les juges de la Cour d'appel soulignent que le salarié se contente de produire une sommation de communiquer les bonus versés aux salariés exerçant dans le groupe de fonctions équivalentes. Un article de presse sur les bonus versés en 2007 et 2008 à une douzaine de salariés en salle de marché du groupe. Des articles de presse sur l'annonce des bonus versés aux traders de la société en 2008 et 2010. Il constate que ces employés de salle de marché ou ces traders n'avaient pas le même employeur et que le demandeur qui n'était pas placé dans une situation comparable à la sienne dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour d'appel considère que le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement. Dernier arrêt en matière sécurité sociale, cassation deuxième civile 22 juin 2023. Les prêts à taux préférentiels, c'est un sujet que nous avons aussi pratiqué. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiels en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à cet avantage en nature sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. L'évaluation de l'avantage s'effectue par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés dans l'établissement bancaire à la date de souscription des prêts. La CNCF précise effectivement le traitement social des avantages consentis par la banque à ses salariés en cas de rupture du contrat en cours de période de remboursement. Elle évite par ailleurs aux cotisants de s'acquitter des cotisations au titre de la totalité de l'avantage en nature calculé lors de la souscription de l'emprunt. Voilà quelle était l'actualité législative que nous avons pu analyser dans la perspective de cette rencontre et je vous remercie pour votre écoute. Et peut-être qu'il y a une question. Il y a peut-être des questions, en tout cas. Là. Ah oui, il n'y en a pas, mais oui, on a pu faire l'intégralité du programme. Donc c'est parfait, je vous en remercie. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions. Le point sur la jurisprudence bancaire, évidemment, est très important pour nous. Bien sûr. C'est toujours intéressant de voir comme cela votre regard sur finalement les jurisprudences un peu saillantes que vous retenez sur les derniers mois, hein, évidemment. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Maître, pour toute cette présentation très riche. Et on s'adresse donc à ceux qui nous écoutent. Le prochain comité juridique et social se déroulera, on n'a pas la date encore, mais ce sera a priori fin février, début mars. Évidemment, vous recevrez bien en amont la prochaine date et certainement la suivante d'ailleurs, pour que chacun puisse se préparer pour ce premier semestre 2024 qui arrive. Merci à tout le monde, à vous tous et à vous toutes, et on vous dit à très bientôt. Évidemment, oui, ici quand même, précision, comme d'habitude, je le dis aussi pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois, l'intégralité de votre diaporama sera téléchargeable très prochainement sur l'extranet de l'AFB. Vous pourrez donc évidemment retrouver toutes ces informations comme il se doit. Et le replay. Et comme dit Emmanuel, le replay, c'est-à-dire, voilà, ça a été filmé, ça a été enregistré, vous l'avez vu, et donc ce sera également disponible intégralement dans les tout prochains jours. Merci beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.